On l'appelle désormais la capitale du meurtre aux États-Unis. Après une semaine de terreur, la ville de Shadyside est encore une fois le cadre d'événements sinistres. La communauté déjà sous le choc s'est ensuite retrouvée à nouveau plongée dans l'horreur suite à un nouveau carnage à l'hôpital d'East Union, portant un masque de squelette d'Halloween, en massacrant plusieurs personnes au centre commercial. C'est un bain de sang et de rêves brisés que le shérif Nick Good a trouvé en se rendant sur les lieux. Dans les limbes du slasher et les replis d'une mémoire collective ciselée par la peur, Fear Street émerge, non pas comme une simple trilogie de films d'horreur, mais comme une chronique foudroyée d'une Amérique fantasmée et pervertie. Le projet, mené par Netflix en 2021, s'étire à travers 3 époques différentes. 1994, 1978, 1666. C'est un peu comme un vieux grimoire, où chaque opus nous divulgue des pages attestant de la violence des événements passés. Au fond, Fear Street n'est pas tant l'histoire d'une malédiction que celle d'une mémoire trouée, un vieux parchemin où chaque génération, croyant écrire sa propre histoire, ne fait que retracer les contours d'une tragédie ancestrale. J'en reviens pas que tu mettes ce truc. Et moi j'en reviens pas que t'en mettes pas un alors qu'on est dans les bois et pourchassés par des revenants meurtriers. Et avant la sortie du prochain opus, Fear Street 1988, un petit résumé de l'ensemble de la mythologie de la saga, ça ferait pas de mal. Bon allez, on commence. Tout commence en 1994, au cœur de Shadyside, la ville maudite. Dès les premières minutes, un parfum d'étrangeté imprègne l'atmosphère. Heather, employée d'une librairie dans un immense centre commercial, est traquée par un tueur masqué lors de la fermeture du complexe. Les couleurs criardes, les néons, les allées désertes, le masque du tueur. Vous comprenez ce que représente Fear Street. Et on n'a pas vraiment le temps d'en profiter, puisque Heather, elle se fait déjà buter. Et d'ailleurs ce passage est clairement une référence à Scream ou à Scary Movie. Est-ce que Scary Movie, ça serait pas le film le plus important de l'histoire? Voilà. C'est de la bonne. Shadyside est confronté depuis des siècles à une terrible malédiction. De nombreux tueurs, à la personnalité et à l'apparence différente, terrorisent la ville en commettant de véritables carnages. Le pire étant qu'ils sont tout simplement invincibles. Pas de bol. Cela a complètement transformé son image et sa réputation, Shadyside étant considérée comme la capitale du meurtre, la ville maudite, où les enfants ne peuvent s'en sortir. C'est simple, si vous sortez de l'utérus de votre mère à l'hôpital de Shadyside, c'est terminé pour vous. Contrairement à la ville voisine, Sunnyvale. Au sein de Sunnyvale, les habitants sont heureux et intégrés dans une économie prospère, où le bonheur règne. Shadyside et Sunnyvale sont les deux faces différentes d'une même pièce. L'une est condamnée et maudite, l'autre est heureuse et bénie par les anges. Personne n'échappe à cette ville, même pas toi, Miss Parfaite. Tu finiras sans doute écrasée par un bus. Ce qui pousse les enfants de Shadyside à se questionner. Pourquoi moi j'habite dans une ville où tout le monde est malheureux? Pourquoi j'habite dans une ville où tout le monde est en train de crever? Pourquoi dans la ville d'à côté, ils sont heureux, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont le jouet parfait à Noël alors que moi j'ai une orange? Et surtout pourquoi ils vivent longtemps? Et cette raison, c'est la sorcière. La sorcière morte en 1666, Sarah Fear, Fear Street, vous avez compris. Bref, une sorcière pendue par un arbre par la première colonie, formant les structures de ce qui sera plus tard la ville de Shadyside. Et au moment de sa mort, elle aurait conclu un pacte avec le diable pour maudire les habitants et leur descendance. Le problème, c'est que la malédiction a traversé les âges, jusqu'à être encore présente en 1994. Ce qui signifie que le pouvoir de la sorcière, et par conséquent du diable, semble inarrêtable, à moins que ça soit plus complexe que ce qu'on pense. Et vous vous en doutez, mais ça sera bien plus complexe. C'est dans ce contexte de meurtre régulier et cyclique que l'on se retrouve plongé avec un groupe d'adolescents qui vont vivre une aventure hors du commun. Bon, avant toute chose, n'oubliez pas que ça reste des adolescents, et que même si on est qu'en 1994, ils ne pensent qu'à... Ouais, vous avez compris. Dina et son frère remarquent qu'il se passe quelque chose d'étrange en ville, et que des individus se baladent avec des masques. Ces personnes sont de redoutables tueurs, cherchant à se débarrasser du personnage de Sam, la petite amie de Dina, tel un sacrifice pour venger la mort de la sorcière. 1904, un malfrat étripe des jeunes filles, et ça continue. Ça se reproduit sans arrêt et toujours à Shadyside. Des gens normaux deviennent cinglés. C'est pour cette raison que la ville serait régulièrement tourmentée par des vagues de crimes. Une âme est choisie et doit mourir de la main des tueurs pour apaiser la colère de la sorcière, avant que cela recommence avec quelqu'un d'autre dans un cycle perpétuel, un cycle infini de meurtres réguliers.
Et on est complètement dans quelque chose de surnaturel, parce que vous aurez beau vous débarrasser des tueurs, les déchiqueter, leur tirer tout un tas de balles au fusil à pompe même dans la gueule, leur faire de très gros dégâts, jusqu'à même cramer leur corps, et bah ils en ont rien à foutre. Quoi qu'il arrive, ils reviendront toujours en vie. C'est pas qu'ils reviendront toujours en vie, mais ils reviendront sans cesse pour vous buter à partir de ce monde surnaturel et faire en sorte que le sacrifice pour la sorcière soit vraiment mis en place. Surtout qu'ils proviennent d'époques différentes. Par exemple, elle, c'est une femme qui est morte en 1965. Lui, c'est un mec qui est mort en 1978. Bref, tous les tueurs sont d'anciennes victimes de la ville. En plus de faire référence à tout un tas de films d'horreur. On adore. Dans le but de protéger Sam, notre groupe d'amis, toujours mené par Dina et son frère, décide de tendre un piège aux différents tueurs. Les tueurs sont uniquement attirés par l'odeur et surtout le sang de Sam, au point même d'y être complètement accro. Je sais, c'est bizarre. Il n'en avait pas réellement après nous. C'est ça qui l'intéressait. Le sang de Sam. C'est les dents de la mer. Il est comme un requin qui peut sentir le sang. Ce qui fait que s'il passe à côté de vous, il s'en fiche complètement. Le but est seulement de sacrifier la personne désignée par la sorcière, la personne maudite. Si on a vu juste et que c'est elle qu'ils veulent, on va donner à ces crevards ce qu'ils veulent. Mais avant tout ça, petite douche. Parce qu'il faut bien se préparer avant une bataille finale. Mais attendez, il se passe quoi là? On dirait moi quand je rentre de soirée, après m'être pris un râteau. Est-ce que vous êtes tous payés du bon temps? Moi aussi. Il vient juste de se branler, rien de grave. Attendez, mais il est mineur? Après cette petite pause, notre groupe prépare différents pièges et réussissent à bloquer les tueurs dans une petite pièce pour les faire exploser. On a enfin affaire à des personnages qui sont pas si cons que ça, putain. Non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Sauf que nous sommes dans une aventure fantastique, dépassant les règles rationnelles de notre monde, et que les tueurs se reconstituent. Personne ne peut empêcher la malédiction de la sorcière. Et c'est là où ça part complètement en couille, puisque les 3/4 des personnages vont se faire buter d'une manière plus que sanglante. Non, je peux vraiment pas vous montrer ça sur YouTube. En tout cas, à la fin de l'histoire, il ne reste plus que Dina, son frère, et Sam, qui sont encore en vie. Sauf qu'en cours de route, sans que l'on comprenne véritablement la raison, Sam, qui a été choisie par la sorcière pour être sacrifiée, se transforme complètement, comme si elle était possédée. Elle devient tellement folle qu'elle cherche même à tuer ses amis. Dina et son frère n'ont pas d'autre choix que de la ligoter et de contacter une ancienne survivante. La seule personne au monde issue de la ville de Shadyside qui a réussi à échapper aux tueurs et par conséquent à la malédiction de la sorcière, tout ça il y a 2 décennies, en 1978, le personnage de Ziggy. Elle a la classe, mais son prénom, il pue la merde. Ils la retrouvent et Ziggy leur raconte son histoire. 1978. C'était le premier jour du camp de vacances. Fear Street, 1978. Ziggy et sa sœur, alors beaucoup plus jeunes. Attendez, mais ça se passe dans le même univers que Stranger Things? Je suis désolé, elle joue exactement pareil. On dirait vraiment que l'actrice elle-même, elle sait pas qu'elle a changé de plateau de tournage. Ziggy et sa sœur Cindy sont intégrés dans une colonie de vacances, où la rivalité entre les enfants de Shadyside et de la ville voisine Sunnyvale est pesante. C'est là où l'on s'aperçoit de la cruauté des habitants de Sunnyvale, qui n'hésitent pas à torturer les enfants de Shadyside, considérés comme les enfants du démon, les enfants du diable. Sympa. Merde, Will, c'est ton frère. Qu'est-ce que vous foutez? Bon, et même en 1978, tous les adolescents de ce monde ne pensent qu'à... vous voyez où je veux en venir. Où est-ce qu'ils sont? C'est Netflix. Que ce soit des mineurs ou pas, tout le monde baise. Ziggy et sa sœur ont découvert pendant leur séjour un lieu étrange, semblant avoir été fréquenté par la célèbre sorcière à l'origine de la malédiction, Sarah Fier. À l'intérieur, des immenses pierres servant de mur sont marquées par des prénoms. Toutes, je dis bien toutes les personnes dont le nom est inscrit sur ces parois, se retrouvent possédées et deviennent de véritables machines à tuer pour sacrifier une ou plusieurs âmes et ainsi nourrir la haine de la sorcière. William Barker, Ruby Lane, la fille de Marie. Isaac Milton, Harry Rooker, pas besoin d'aller en cours pour savoir qui c'est. Les tueurs de Shadyside. Oui. On y découvre également une substance gluante, paraissant venir de l'enfer ou de Stranger Things. Il y a un démon gorgon qui va sortir de ce truc, je suis désolé. Qui n'est d'autre que la faille surnaturelle d'où apparaissent les monstres. Un portail vers l'autre monde, un peu comme Neo dans Matrix. Le problème, c'est qu'entre-temps, l'ensemble du camp de vacances va être tourmenté par un tueur à la hache, qui va commettre un véritable massacre.
Une partie des enfants de Shadyside vont mourir, tous à l'exception de Ziggy, même sa sœur n'a pas survécu à l'attaque. C'est pour cette raison que Ziggy est encore là en 1994, dans le présent, pour raconter à nos personnages ses découvertes. Elle pense qu'en assemblant l'ensemble du corps, ou du moins ce qu'il en reste, de la dépouille de la sorcière de Shadyside, cela lui accordera le repos éternel. Et que c'est sans doute pour cette raison qu'elle a maudit l'ensemble de la ville, parce qu'elle voulait un bon enterrement. Je vous rappelle que de base, elle a été pendue par les habitants. Mais comme pour le moment, ils n'ont pas vraiment d'autre choix, et que je vous rappelle que le personnage de Sam est toujours possédé, Dina et son frère acceptent la proposition de Ziggy, rassembler l'ensemble de la dépouille de la sorcière, en lui préparant une tombe plus qu'honorable. Il ne lui reste plus qu'une seule partie de son corps à lui remettre, pour qu'elle soit vraiment au complet, sa main, et peut-être que cela signifiera la fin de cette aventure. Tout est terminé. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Dina est projetée en 1666, dans la peau de Saraphir. Peut-être que finalement, c'est plus complexe. Peut-être que finalement, la sorcière n'est pas la méchante de cette histoire. Et effectivement, depuis le premier opus, on vous persuade que c'est Saraphir la responsable de l'ensemble des maux, de l'ensemble des malheurs de la ville de Shadyside. Si Shadyside est condamné, c'est entièrement de sa faute. Alors qu'en vérité, que nenni, ce n'est pas du tout le cas. Saraphir est uniquement un bouc émissaire. Une petite victime qui n'a absolument rien demandé. Et en plus, c'est même pas une sorcière. C'est la folie, c'est vraiment la folie. En 1666, la colonie à l'origine de la ville de Shadyside semble maudite. L'eau manque, la nourriture également. Les enfants sont retrouvés morts dans l'église. Un chien est noyé au fond du puits. Putain, encore les enfants on s'en fiche, mais pas le chien bordel. Bref, c'est vraiment la merde. Pauvres idiots que vous êtes. Le mal est ici. Il déploie sur nous ses ténèbres. Et l'ensemble des habitants sont persuadés que c'est la faute de Saraphir, qui aurait été aperçue en train de copuler avec le diable, et d'avoir pactisé avec lui. Elle m'a forcé à la regarder forniquer avec le diable. Bien évidemment, c'est faux. Saraphir est complètement innocente. Et en vérité, le village est manipulé par une seule et même personne, le véritable méchant de toute cette histoire, Solomon. Solomon pactise avec le diable, en utilisant la magie interdite, la magie noire. Pour obtenir ce qu'il désire, c'est-à-dire son propre bonheur personnel, et atteindre ses rêves, il n'a juste qu'à sacrifier quelques âmes. Ce que même une infinité de prières ne m'aurait pas apporté, une personne de temps à autre me semble un bien faible prix à payer. Des âmes dont il se serait débarrassé lui-même, ou par la suite en utilisant les fameux tueurs. C'est pour cette raison que depuis des siècles, la ville de Shadyside semble maudite, Solomon ayant réussi à faire perdurer son héritage auprès de sa famille, qui ont continué pendant des siècles à fournir des âmes au diable pour obtenir tout ce dont il rêvait, ou tout ce dont il rêverait. C'est l'une des raisons qui explique la différence entre Shadyside et Sunnyvale. La famille Good nous utilise comme monnaie d'échange, nous les habitants de Shadyside. Lucifer. La famille de Solomon utilise les habitants de la ville de Shadyside comme des espèces de ressources, en les tuant pour construire une ville parfaite dont ils sont les maîtres, des bétails sacrifiés pour le bonheur des autres, dans un sombre pacte avec le diable. Le diable prend possession de cette personne. Ensuite, cette personne se charge des meurtres. Et désormais, en 1994, le descendant de Solomon contrôle la ville en étant policier. Donc si on veut que la malédiction cesse, il faut s'en débarrasser. Il faut tuer un flic, il faut l'enculer, il faut lui exploser la tête. Sinistre fils de pute! On va peut-être un peu trop loin, mais il mérite parce que par la faute de son ancêtre, Saraphir a été pendue, elle a été mise à mort, et surtout elle a été vue comme la seule responsable de l'ensemble des atrocités qui se sont passées en ville. Alors qu'encore une fois, c'est même pas une sorcière, c'est la folie. Et là on arrive à la fin de notre histoire, la bataille finale, que le plan commence. De retour en 1996, les personnages retournent au centre commercial et réussissent à enfermer les tueurs derrière les grilles de sécurité. Pourquoi dans le centre commercial, vous allez me dire? Parce que juste en dessous se dissimule tout un réseau de tunnels menant à la salle où la famille de Solomon effectue des pactes avec le diable, et aussi de la sorcellerie noire pour réveiller les tueurs. Soit dit en passant, ça et ça, c'est au même endroit. C'est juste que depuis cette époque, et celle-ci, ils ont construit un immense centre commercial, les 30 Glorieuses. Bref, alors que les tueurs trouvent un moyen de s'échapper pour tenter de tuer le plus de personnes possible, sous terre, Dina affronte le dernier descendant de Solomon, et c'est plutôt mal parti.
chouinasses du coin. Mais animée par la force de la sorcière, notre héroïne réussit à le surpasser et à sauver la ville. Enfin, le diable n'a plus d'emprise sur ce monde. Enfin, la ville de Shadyside est libérée. Tout n'est plus rose à Sunnyvale. De nouvelles preuves impliquent à nouveau le shérif du comté de Union, Nicolas Good, le serial killer de Sunnyvale. Bon, faut qu'on fasse un bilan de tout ce bordel. Fear Street, c'est l'histoire d'une jeune fille innocente, sacrifiée au profit d'une population, la percevant comme responsable de l'ensemble des malheurs. Une petite ville manipulée par un esprit fallacieux, utilisant la magie noire pour pactiser avec le malin. Mais Fear Street, c'est aussi des adolescents qui vont tout faire pour rétablir la vérité. Alors qu'à leurs âges, ils devraient être en train de s'amuser, de faire autre chose. Et pourtant non. C'est une communauté qui cherche la vérité, regarde. Les médias ne parlent pas du plus important. Ils sont tellement emprisonnés dans une ville qui n'est qu'un cauchemar ambulant, qui n'ont pas d'autre choix que de surpasser leurs aînés, pour une bonne fois pour toutes, rétablir la vérité, se débarrasser des tueurs. Et surtout, restaurer la mémoire d'une sorcière qui n'en était pas une. Alors Sarah Fear... Il l'a piégé. C'est la seule personne qui ait découvert la vérité. Avant nous. Et mes amis, mais quelle ambiance! Parce que Fear Street s'inscrit dans la mode d'une époque, le rétro-horror. Cette ambiance VHS, avec des couleurs saturées, et une ambiance de film ancien, presque des années 80. Stranger Things est la série qui a propulsé ce sous-genre. Mais il y en a eu tellement d'autres. Les derniers opus de ça, avec Pennywise, Scary Stories, Summer of 94, Notre maison hantée, et j'en passe. Mais parmi l'ensemble de ces propositions, Fear Street possède vraiment une particularité. Alors que ça commençait plutôt mal, quand tu lances dès le départ le premier opus, avec sa scène d'introduction qui est pas terrible. Si tu me ramènes ce soir, ça peut se faire. C'est aussi ce qu'elle a dit. T'es vraiment dégueu, toi. Tu te dis que ça va principalement être un copier-coller de l'ensemble des slashers connus, genre Scream ou Vendredi 13, et pourtant non, tu te retrouves avec une histoire vraiment différente, dans un esprit rappelant les ouvrages Chair de poule, mais cette fois-ci pour adultes. Et en termes de Chair de poule, je m'y connais un tout petit peu. Tome 62. Cette vie c'est de la merde. Il lui manque juste une scène d'introduction légendaire et ça aurait été parfait. Par ici. Parce que vous le savez déjà, mais un bon film d'horreur ne doit absolument pas foirer sa scène d'introduction. Il a pas le droit, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que c'est censé être la scène qui t'attrape directement en tant que spectateur. C'est censé être la meilleure scène de l'ensemble du film, l'une des plus effrayantes. Et du coup, si tu foires ta scène d'introduction, ça envoie un message très négatif au sein du spectateur, parce que le spectateur il va se dire « Ah ouais, bah c'est censé être l'une des scènes les plus importantes », sauf que s'il foire l'une des scènes les plus importantes, ça veut dire que les scènes les moins importantes qui vont arriver par la suite, bah elles vont être beaucoup moins bien. Donc est-ce que je reste en salle? Est-ce que je sors? Est-ce que je change de programme Netflix? Vous avez compris. Et pourtant, malgré cette erreur de parcours, qui est quand même très importante, la saga Fear Street réussit à nous attraper au fur et à mesure de l'avancée de ces films. Parce qu'on est immergé dans une histoire qui est vraiment originale, on est immergé dans un mystère qui nous attire, qui nous fascine, et on a hâte de connaître la vérité, en espérant que l'aventure ne soit pas décevante, sinon ça va faire très mal. On veut savoir ce que représente la ville de Shadyside, on veut comprendre le surnaturel, on veut comprendre l'histoire de Sarah Fear, on veut savoir si nos personnages vont survivre, et tous ces éléments-là distillés font que c'est profondément fascinant, et que c'était l'une des trilogies les plus marquantes de Netflix, et en même temps il n'y en a pas eu des centaines. J'avais écrit quoi ? Fear Street réussit quand même à rehausser le niveau, malgré une scène d'introduction bancale, et à devenir une putain d'expérience. Ouais, j'avais besoin de l'écrire, ça sortait du cœur, ça se voit. Une putain d'expérience, c'est tellement beau. Et ça ne raconte pas seulement une histoire de fantômes et de meurtres, ça parle de la manière dont les sociétés sacrifient toujours les plus faibles pour préserver leurs privilèges. En tout cas, c'est le message sous-jacent. Admets-le, tu le sens toi aussi, non? Il y a un truc à Shadyside qui tourne pas rond, qui nous écrase. Comme une fatalité. Ziggy, ça suffit. Et c'est pas en économisant tout l'été pour pouvoir t'acheter un joli petit polo que tu pourras effacer ça. Si tout paraît trop beau, trop prospère, c'est que ça dissimule forcément quelque chose de bien plus sombre. Les vrais monstres ne sont pas forcément les personnes les plus évidentes, mais ceux qui pactisent dans l'ombre, génération après génération. Shadyside, les sacrifiés, Sunnyvale, les privilégiés, et j'aime cette idée qu'elle soit ville voisine, car à la naissance, vous avez presque une chance sur deux d'être du bon côté. Elles ne sont que les deux facettes différentes d'une seule et même pièce, dans un sordide équilibre, où le malheur des uns nourrit le bonheur des autres. Toute la ville de Sunnyvale se développe et prospère. Et Shadyside décline. Mais Fear Street, c'est aussi une histoire d'amour, un peu de romantisme dans tout ce bordel. Ouais bon, j'aurais essayé. C'est une histoire d'amour.
D'amour, puisque Sarah Fier est accusée de pactiser avec le diable, simplement parce qu'elle aime les femmes. Un parallèle mis en lumière en 1996, où l'héroïne est aussi jugée pour cela. Et avec toutes ces thématiques où on peut faire un peu de la branlette intellectuelle, ils sont mélangés à un univers fascinant, à base de complots, de tueurs masqués, de rituels de sorcellerie, et du diable, envenimé par des cris sanglants. Alors ce qui nous amène au nouvel opus qui sort d'ici quelques jours, toujours sur Netflix, rassurez-vous, vous pouvez conserver vos abonnements ou le télécharger sur un nouveau site qui remplacera Zone de téléchargement. Alors au niveau de l'histoire, on est en 1988 cette fois, toujours dans la ville de Shadyside, où se déroule une compétition pour savoir qui sera la reine du bal de promo, une sorte de Miss France qui se transforme en Miss Shadyside dans un lycée ou dans une fac, je sais pas, je crois que c'est dans le lycée quand même. Mais progressivement, les candidates elles vont mystérieusement disparaître et elles vont carrément être retrouvées mortes, et tout cela semble relié à un mystérieux tueur qui se dissimule en dessous le lycée. Donc on va retrouver un repère, une sorte de caverne qui se cache dans un lieu important. C'est toujours sympa. Moi j'avais vraiment adoré cette espèce de tunnel qui relie l'ensemble de la ville de Shadyside. T'as vraiment l'impression d'avoir une espèce de société secrète qui se dissimule vraiment au sein même des entrailles de la ville. En termes d'ambiance, ça fait quelque chose. Et ce mystérieux tueur, il est rouge et il porte un costume qui est absolument terrifiant. Ou pas. Bon ouais, c'est vrai qu'il est pas dingue, mais bon, ça fera l'affaire. On est dans la continuité et dans la pure tradition du slasher, même si bon, le surnaturel semble un petit peu évacué et qu'on est dans quelque chose de différent. On est toujours dans la même ville, mais l'histoire ne prendra pas en compte les événements des précédents films. Il faut vraiment voir Shadyside comme un espèce de purgatoire où se déroulent des histoires différentes qui ne sont pas connectées. Un peu comme Silent Hill, c'est une ville purgatoire qui s'adapte à la personnalité des personnes qui la visitent et qui se modifie en fonction de votre personnalité ou de votre vécu. Shadyside est un endroit mystique où la rationalité n'existe plus. Et à partir du moment où vous êtes un enfant qui est né dans cet endroit, vous allez forcément connaître des drames dans votre vie. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo parce que c'est un énorme plaisir de parler de Fear Street. Avec Fear Street, j'ai l'impression de retourner en enfance quand je lisais Les Chairs de Poule l'été. J'ai l'impression de retrouver ce genre de de films, d'œuvres, même si bon, œuvres, l'art, tout ça, ça fait un peu branlette intellectuelle. Mais j'ai l'impression de retrouver ce genre d'univers qui me parlait énormément quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, et qui peut convenir à la fois des personnes qui sont fans de films d'horreur, quand on regarde toute l'année, qui ont suffisamment de maturité, et en même temps à des personnes qui regardent pour la première fois un film d'horreur. Si l'un des premiers films d'horreur que j'avais vu de ma vie, que m'avait autorisé à regarder ma mère ou mon père, avait été Fear Street, j'aurais été content. Je trouve que c'est vraiment un très bon univers pour commencer. Et en même temps, avec ce melting pot, ça convient également à des personnes qui, comme je vous le disais, regardent des trucs absolument atroces tout le long de l'année. Parce que ça fait écho à Chair de Poule, parce que ça fait écho à tout un tas d'univers qu'on aime bien, cette ambiance remplie de synthwave, cette ambiance de néon, cette nostalgie parfois des années 80, même si ça se déroule pas uniquement dans les années 80, mais vous avez compris, cette ambiance à la Stranger Things, avec ces jeunes adolescents qui tabassent des monstres. C'est quelque chose qui est très à la mode, mais je trouve que parmi toutes ces œuvres qui ont essayé de reprendre un peu ce concept, et Fear Street c'est sans doute la franchise qui se débrouille le mieux. Donc il n'y a pas droit à l'erreur par rapport à ce nouvel opus qui arrive d'ici quelques jours. Le seul truc que je reproche, c'est que ça soit arrivé dans les mains de Netflix, et c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que c'est cool parce que typiquement, c'est peut-être pas le genre de film qu'on aurait payé au cinéma, on aurait peut-être pas eu le même retour ou le même ressenti, on aurait peut-être été un peu plus exigeant quand tu payes une place de cinéma. Mais je ne comprends pas pourquoi Netflix ne surfe pas sur cette vague parce que ça plaît, Fear Street ça plaît, et on a dû attendre quasiment 5 ans pour avoir un nouvel opus qui sort, et là où on a une trilogie, là on a seulement un seul opus qui va durer peut-être moins de 2 heures, je trouve ça très étrange que ça soit pas exploité d'une meilleure manière, parce que tous les ans, on devrait avoir la sortie d'un nouvel opus de Fear Street. Comme le concept de base n'a pas besoin d'être suivi, tu peux avoir tout un tas de réalisateurs qui donnent leur interprétation de la ville de Shadyside et d'une façon totalement différente. T'as pas besoin d'avoir des films qui sont connectés entre eux. Le point de départ c'est la ville de Shadyside et il se passe des drames. Comment tu fais pour créer une histoire qui soit totalement inédite à partir de ça et créer une ambiance qui soit vraiment différente de ce que t'as l'habitude de voir aussi. Et là ça veut dire quoi? On va avoir un nouvel opus de Fear Street? Va falloir encore attendre 5 ans pour avoir un nouvel opus? Non, tu devrais avoir chaque été un rendez-vous à une date précise où t'as le retour de Fear Street. Où t'as le retour de Fear Street. Où t'as le retour de Fear Street, j'ai galéré à le dire. Je ne comprends pas pourquoi Netflix n'exploite pas plus le filon, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas une sortie régulière de différents opus, ça n'a absolument aucun sens. Et je peux comprendre que ça mette 5 ans entre les différentes saisons de Stranger Things, je peux comprendre que ça mette du temps, par exemple pour Mercredi, parce que l'actrice Jenna Ortega, elle doit avoir un emploi du temps chargé, mais pour Fear Street, où tu peux utiliser des jeunes acteurs, de jeunes talents, tu peux mettre en place un réalisateur qui voudrait un peu développer ses aises, qui voudrait un peu faire son arsenal, ça fonctionnerait quand même, parce qu'on n'a pas autant
d'exigence qu'avec d'autres univers. Je ne comprends pas ce qu'ils font, et c'est pour ça que j'espère que ce nouvel opus, même s'il est peut-être moins bien que la trilogie, peut-être qu'il nous plaira moins, peut-être qu'il nous plaira plus, je l'espère. J'espère que ça va fonctionner, parce qu'il faut absolument que Netflix se rende compte de ce potentiel-là. C'est pareil, genre, Chair de poule. Comment ça se fait qu'on n'a pas tous les ans un opus de Chair de poule développé par Netflix qui exploite un roman? C'est comme Fear Street, c'est à la base des ouvrages. S'ils veulent pas se prendre la tête, ils ont juste à reproduire les ouvrages en film et ça fonctionnerait très bien, ils ont pas besoin de faire appel à 1000 scénaristes. Je ne comprends pas pourquoi on passe à côté de ces univers-là qui pourraient justement être... qui participent à une ambiance. Quand tu lances un Fear Street en été, t'es content parce que c'est cohérent avec l'ambiance. C'est comme quand tu lances The Thing en hiver, il y a quelque chose, il y a un sentiment d'immersion qui est beaucoup plus fort, on est plus apprêté à ce type d'ambiance. Et bah pour Fear Street, moi j'ai envie de voir des adolescents qui tabassent des monstres dans une ville un peu mystérieuse, les Goonies de l'horreur, c'est parfait pour l'ambiance estivale, et j'espère qu'ils vont continuer parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, et je trouve que c'est un univers qui est profondément attachant. C'est pas le meilleur, c'est pas celui qui a la meilleure réalisation, c'est pas l'univers le plus complexe que tu vas voir, mais c'est quand même quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui te met de bonne humeur, et c'est l'une des raisons principales du cinéma. Alors du cinéma, du streaming, enfin appelez ça comme vous voulez, je ne rentrerai pas dans ce genre de débat. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin bref. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre opus de Fear Street préféré, pour moi personnellement c'est le deuxième. Fear Street 1978, j'ai adoré l'ambiance et puis aussi l'actrice qui fait qu'elle a beaucoup de charisme et du coup on s'y attache plus facilement. Et n'hésitez pas à me dire si vous attendez ce Fear Street 4 qui arrive d'ici quelques jours. J'espère qu'on sera nombreux à le regarder et à être connectés à Netflix ou à le télécharger illégalement, mais ça reste entre nous. C'était Romain, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci de votre soutien indéfectible. Je vous fais un énorme bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite et surtout tout ce que vous méritez. Mouah, ciao bene les amis.